Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment... Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment investir pour sa retraite en 2025 avec différents sujets. Ça part donc d'un courrier que j'ai reçu de la part des services de retraite, puisque j'ai eu 40 ans cette année. Donc je vais vous raconter ce qu'ils me racontent, comment est-ce que j'ai pu faire des prévisionnels sur ma retraite, comment ça fonctionne, combien ça m'a fait peur aussi. Ensuite, on verra comment est-ce que personnellement j'ai préparé ma retraite avec les garages, qu'est-ce que ça rapporte, combien de temps ça prend de gestion, pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que, à mon sens, l'immobilier reste encore la meilleure classe d'actifs dans laquelle investir à ce jour, mais on fera le point sur les grandes classes d'actifs, c'est-à-dire les actions, les obligations, les métaux précieux et l'immobilier. Et le cash aussi, très important. Et puis on verra, suite à cette lecture globale du point sur les marchés, où est-ce qu'on peut investir. Alors je fais ça avec ma casquette d'investisseur, un propriétaire de 260 garages, et puis aussi ma casquette de conseiller en gestion de patrimoine, puisque j'ai cette lecture-là de l'économie globale. Allez, on attaque tout de suite avec le courrier des retraites que j'ai reçu. Donc voilà ce que ça donne. Grosso modo, je peux partir au plus tôt à 62 ans. Voilà, je viens d'avoir 40, donc ça fait encore 22 ans à bosser. Entre nous, j'ai pas trop envie. Ça me laisse songeur quand je vois qu'à 62 ans, je pars avec seulement 545 euros, voilà, par mois. Donc vous allez me dire, est-ce qu'on peut vivre avec cette somme-là? Probablement pas. Et puis après, il y a eu la bonne nouvelle, c'est-à-dire que si je bosse jusqu'à 64 ans et un peu plus, eh bien, j'aurai des niveaux de retraite tout à fait corrects, vu mon expérience passée. Voilà, et c'est là où ça coince, c'est-à-dire que ça prend en fait les années où j'ai le plus travaillé, où j'ai gagné aussi le plus d'argent. Voilà, j'étais salarié, soit à mon compte de ma SAS, soit de chez Leroy Merlin ou dans une autre structure. Toujours lié à l'immobilier. Si je continue encore à bosser, donc on m'annonce 24 ans comme j'ai bossé dernièrement, eh bien je pourrais avoir droit à 2100 euros, ce qui est tout à fait correct. Après, on ne sait pas ce que ça vaudra dans 24 ans, 2100 euros par mois. Peut-être ce sera une bonne retraite, peut-être pas. Ce sera peut-être un peu réindexé, mais peut-être pas trop. On ne sait pas trop rien, quoi. Mais en tout cas, moi, l'idée de bosser encore 24 ans ou plus, ça m'enchante pas tellement, et surtout j'ai pas prévu de faire de travailler autant en fait, de gagner autant d'argent en tant que salarié sur un modèle économique classique, on va dire. J'échange mon temps contre de l'argent, ou je suis dans mon entreprise et donc je suis salarié. Ce qui fait que, comme tu sais, j'ai fermé ma SAS, enfin elle est en cours de formation, en cours de fermeture, mais du coup elle n'encaisse plus d'argent depuis quelques mois. Le temps de régler les papiers, c'est le comptable qui s'en occupe. Et donc ça n'empêche que voilà, j'ai toujours une structure qui est une micro-entreprise. Et je me suis amusé à, tiens, parce que le site de Info Retraite, hein, c'est là d'où sont issus les graphiques que je te présente, il est bien fait. Voilà, j'étais très fier de nos services publics sur ce coup-ci, c'est pas toujours le cas, mais quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Donc Info Retraite, tu peux y aller. Il y a tout l'historique de tes bulletins de paye, les bulletins de salaire, tout ça. Enfin, c'est à jour, il n'y avait pas d'erreur. Enfin, c'était nickel. Tu fais des scénarios, il y a des possibilités de personnaliser des trucs. Enfin bon, franchement, top. Donc je me suis dit, tiens, la micro-entreprise, le plafond, c'est à peu près 37 000 euros par an. Alors a priori, ça peut changer encore, mais voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne? Et on va dire, je fais 37 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à mes 64 ans. Et donc voilà, je pars à 62 ans. Et donc là, on me propose une retraite divisée par 3. C'est-à-dire que pour mémoire, on était à 545. Là, on arrive à 154 euros par mois. Net d'impôt. Enfin, net, non, net pas d'impôt, net voilà, de charges sociales et cotisations. Donc divisé par 3. Alors, autant te dire que le statut de la micro-entreprise pour préparer sa retraite, déjà, c'est pas terrible. Et puis, il y a quand même un gros palier entre partir un petit peu plus tôt, à 62 ans, et puis partir à l'âge légal de 64 ans. Et là, effectivement, on arrive à péniblement 1000 euros par mois, donc ce qui est divisé par 2, hein, donc pas par 3 comme si je pars plus tôt, mais par 2. Donc avec une moitié de carrière en tant que salarié, avec des grosses charges sociales, des grosses cotisations, et là on voit à quoi elles servent. Et puis une moitié en micro-entreprise où effectivement on paye beaucoup moins de charges, beaucoup plus d'argent qui rentre dans notre poche, hein, quand on fait les calculs par rapport à une SAS, c'est quand même vachement plus intéressant. On gagne, voilà, enfin, moi, d'après
d'après mes calculs, c'est 2 à 3 000 euros par an en plus, hein, net d'impôts. Donc pourquoi pas. Par contre, cet argent-là, effectivement, si c'est juste pour être dépensé, bah, on voit bien qu'au bout du compte, à la retraite, on risque de chanter parce que bah, les niveaux de retraite promis sont beaucoup plus bas. Dans tous les cas, voilà, moi, la retraite, je vois ça comme un investissement. D'accord? C'est-à-dire que combien est-ce que d'argent je peux consacrer à cet investissement-là tous les mois, et puis bah, combien ça va me rapporter à la sortie. Sachant que c'est un investissement qui n'est pas maîtrisable, puisque c'est pas moi qui fais les lois, c'est pas moi qui choisis l'âge à laquelle j'arrête de travailler, c'est pas moi qui décide de l'indexation. Enfin bref, je décide à peu près de rien, quoi. Je peux vaguement suivre à peu près les paramètres, je peux faire des simulations comme n'importe quel investissement, mais grosso modo, voilà, c'est pas hyper séduisant. En tout cas, moi j'étais pas très bien hein, quand j'ai vu le courrier, que j'ai fait la première simulation et tout, j'étais là, ah ouais, bah d'accord, si c'est travailler pour ça et puis arriver à ce résultat-là, ah, tu vois, ça coince encore dans la gorge aujourd'hui quand je te raconte ça. C'était l'état dans lequel j'étais voilà, il y a quelques mois quand j'ai reçu le courrier. Ouais, je me suis dit, bah, tiens, il faut que je partage ça parce que bah, je suis sans doute pas seul dans ce cas-là. Et donc, je t'invite à aller sur Info Retraite, voir un peu à quelle sauce, entre guillemets, tu vas être cuisiné, mangé par rapport au service de retraite. Et puis après, je me suis dit, bah, en fait, bon, ce sera un complément de retraite. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je suis déjà en retraite depuis 2 ans, quoi. Parce que bah, 2 ans, c'est le moment où j'ai pu vivre à 100% de mes garages, sans pouvoir compter et comptabiliser les autres revenus à côté. D'accord? Ces autres revenus à côté, ils sont super, je les réinvestis, mais grosso modo, j'ai un train de vie qui est très correct, mais juste grâce au garage. Et ça, c'est valable que depuis 2 ans, parce que j'ai commencé à investir en 2012, et puis bah, il y a 2 ans, ça faisait 2023 à peu près. Et donc, grosso modo, je suis rentier, voilà, mais bon, moi je ne m'appelle pas rentier, je suis retraité, un jeune retraité, 38 ans, maintenant 40. En termes de chiffres, je vais partager ça avec toi parce qu'il faut se rendre compte un petit peu des volumes qu'il faut pour être, bah, on va dire, retraité de bonne heure. Après, c'est accessible à tout le monde. Ça prend un peu de temps hein, parce que c'est pas du jour au lendemain. Moi, j'ai mis 10 ans. Mais c'était voilà, c'était un voyage très intéressant, très plaisant. On en reparlera. Donc, en 2023, j'ai pas fait encore mes déclarations de revenus de 2024, donc je n'ai pas les chiffres. Mais grosso modo, c'est 144 000 euros de loyer encaissé sur l'année. Donc environ 12 000 euros par mois pour 258 garages. Donc ça fait une moyenne, le garage est loué à peu près 47 euros par garage. Il y en a c'est un petit peu moins, il y en a c'est un petit peu plus, ça dépend des emplacements évidemment. Et puis de l'ancienneté de locataire, enfin bon, il y a plein de critères. Voilà. Et puis mais bon, ça a été fortement revalorisé dans 2023, parce que notamment c'est indexé sur l'indice du coût de la construction, et grosso modo, il y a une revalorisation de 15%. Alors je ne sais plus si elle a eu lieu en 2023 ou 2024, mais voilà, grosso modo, c'est les chiffres de 2023. Un rendement net de charge par rapport à ce que j'ai investi, qui est grosso modo de 13% net de charge. Donc on voit que dans les garages, il peut y avoir des excellentes affaires, sachant que ça c'est une moyenne, c'est-à-dire que je suis monté à beaucoup plus, à peu près le double, hein, 26% net de charge. Et puis j'en ai qui péniblement font du 6-7 net de charge, parce qu'effectivement, bah, en fonction de ce que j'ai trouvé comme affaire, en fonction du marché immobilier, bah, il y a des années où on peut réaliser de très bonnes affaires, d'autres elles sont un peu moins bonnes, mais ça n'empêche qu'il faut quand même investir un petit peu tous les ans, c'est comme ça qu'on arrive à cumuler du patrimoine. Voilà. Et ça représente entre 2 à 3 journées de travail par mois en moyenne, hein. Donc il y en a une qui est dédiée sur le contrôle des loyers de ces 258 garages, sachant que en réalité j'en contrôle à peu près 400, 450 parce que je fais les miens, mais aussi ceux de mon associé et puis ceux de ma famille. Donc ça me fait en termes de gestion 450 garages à gérer, d'accord? Et ça c'est inclus dans les 2-3 journées de travail. Et puis le reste des 2 journées, quand je suis pas sur les loyers, bah, effectivement c'est des journées où bah, c'est plus aller voir les artisans, faire les travaux, etc. Un petit peu d'entretien. Donc voilà, mais donc rien de méchant par rapport à un salaire comme ça de 12 000 euros par mois. Je pense que tout le monde serait content de travailler que 2-3 journées tous les mois. Je rembourse à peu près un peu moins de 4 000 euros de capital tous les mois. D'accord, donc c'est quand même sympathique. Donc ça c'est de l'argent où bah, effectivement je ne peux pas le dépenser parce que c'est de l'argent que je donne à ma banque. Par contre, bah, en fait je me suis bel et bien enrichi. C'est-à-dire que tout ce que je rembourse à ma banque, parce qu'elle me donne, je sais pas, 100 000 euros pour acheter un lot de garage, je lui emprunte sur 20 ans.
Donc en moyenne, je vais rembourser 5 000 euros par an de capital, et ce qui fait que dans 20 ans, si je revends le lot, bah, je lui dois rien, et donc si le lot il vaut 100 000, bah, les 100 000 ils sont à moi, quoi. Et donc je raisonne aussi là-dessus, puisque dans mon enrichissement personnel, dans le plan, eh bien, il y a aussi ça, puisque c'est aussi du patrimoine qui s'accumule. Et en net d'impôt, on est un petit peu moins de 2600 euros par mois, ce qui représente donc à peu près 10 euros net d'impôt par garage. Donc je te donne ces moyennes-là pour que toi tu puisses aussi faire tes calculs. C'est-à-dire, bah tiens, si j'achète 15 garages, 20 garages, combien est-ce qu'en vrai ça rapporte en loyer, une fois que les impôts sont payés, on est à peu près sur ces proportions-là. Alors, et encore une fois, c'est comme tout. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien, hein, c'est juste un exemple, d'accord? Ça peut te permettre de poser les choses un petit peu en disant, bon, bah voilà, si j'achète une batterie de 10 garages, ça peut me rapporter à peu près 100 euros net d'impôt tous les mois, donc 1200 euros à l'année, et puis bah, si j'en achète 20, je double, si j'en achète 30, je triple, voilà, ça te donne des perspectives. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que là, moi je suis en phase de remboursement d'emprunt, c'est-à-dire que mon premier emprunt, il s'est terminé au mois de juin dernier. D'accord. C'est-à-dire que j'avais fait un emprunt sur 7 ou 8 ans, et donc forcément, bah, comme j'avais, c'est un des peut-être le troisième ou quatrième lot que j'avais acheté, bah, celui-là, hop, il est passé sans emprunt. Donc tout de suite, bah, à terme, là, quand mes emprunts sont terminés, bah, c'est plus 2006 net par mois, c'est 2006 plus les 3009. D'accord. Parce que les 3009, ils sont déjà taxés. Hein, d'accord. Je paye déjà des impôts dessus. Donc grosso modo, ça s'accumule. Et à chaque fois que j'ai un crédit qui tombe, boum, ça fait des paliers. Et là, ma prochaine vague de crédit qui va tomber, bah, ce sera dans 2 ans. J'aurai 42 et 43 ans. Donc là, je sais pas, j'en ai 3 ou 4 qui vont arriver à terme. Donc là, hop, ça va encore refaire un palier. Et c'est ça qui est cool aussi avec les garages, c'est que comme il y a du rendement, eh ben, on n'est pas obligé d'emprunter sur des 20 ans, des 25 ans. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et ben en fait, je travaille plus déjà, hein, quand on est à la retraite, on ne travaille plus, en tout cas mentalement, je travaille plus. Par contre, je m'amuse, d'accord? Je fais cette vidéo parce que ça m'amuse, j'ai envie de partager ça avec toi. Et en fait, mon but, ça a toujours été, ben voilà, dans le cadre de ce que je fais sur Internet, c'est de t'aider à avoir plus d'argent, plus de temps pour vivre en fait ce que tu as envie de vivre, d'accord? La vie de tes rêves. Et puis bah, on verra aussi dans la prochaine vidéo, je te montrerai aussi ce que je fais de mon temps quand je ne suis pas sur internet, puisque tu as vu que je publiais beaucoup moins j'envoyais beaucoup moins de mails, moins de rédaction de contenu et de vidéos. Voilà. Et donc ça me donne une liberté incroyable, j'ai énormément de gratitude pour tout ça, pour mes locataires de garage évidemment, et puis bah, pour toi aussi qui suis mon travail sur internet. Tout ça, c'est pas fait en une fois, d'accord? J'ai pas gagné au loto. C'est la somme de plein de petites actions que j'ai fait au cours des 12 dernières années, d'accord? C'est pas grand-chose, c'est que des petits trucs au quotidien, c'est que des petites habitudes. Je prends une formation par-ci par-là, je lis un petit bouquin, je relis ses notes, je change un petit peu mes alertes sur internet, je prends un rendez-vous, je vais visiter un garage, j'achète un truc, une formation qui va m'aider, enfin voilà, je rencontre quelqu'un. C'est pas des trucs extraordinaires en fait. Au quotidien, ça change pas très vite, d'accord? Moi, je sais pas arriver comme ça du jour au lendemain, tac, hop, je suis retraité. Non, ça a pris 10 ans. Ça a été très fluide, très. Je peux même pas dire que ça a été long en fait, parce que une fois que tu es rendu sur ce truc-là, sur cette direction-là d'investir, bah, en fait, c'est juste plaisant, quoi. D'accord? Donc l'erreur qu'il faut pas faire, c'est de dire attends, je fais rien, je change pas mes habitudes, je mets pas en place le petit truc que je dois faire aujourd'hui parce que je suis trop crevé ou parce que tout ça voilà, ce sont des excuses. C'est confortable, mais en fait, c'est seulement à court terme. Parce qu'après, il y a une deuxième vague, d'accord? Quand tu n'as rien fait, que tu t'es reposé, etc., c'est la culpabilité qui arrive. Et là, bah, effectivement, tu culpabilises une journée, 2 journées, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis bah, effectivement, tu as vu les autres bah, progresser, notamment sur Internet, il y a maintenant des centaines, des milliers d'investisseurs qui partagent leurs histoires. Et donc tu vois bien que bah voilà, il y a des progrès, il y a des galères, il y a des choses qui se passent qui sont super, mais en tout cas il y a des choses qui se progressent. Et faut pas rater le train. Voilà. Le meilleur moment pour investir c'était hier et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. D'accord. Et l'investissement, c'est un super voyage. Franchement, moi je regrette rien. Donc ça c'est mon retour d'investisseur depuis 12 ans. Mais si tu regardes mon réseau, ils me disent que bah, franchement, c'est génial. C'est génial pendant que tu recherches, quand tu prépares, c'est génial quand tu achètes,
parce que beaucoup d'adrénaline, beaucoup de plaisir, c'est génial. Une fois que tu es propriétaire, une fois que les loyers tombent, que tu rembourses, etc. Voilà, ça c'est le retour qui est quasiment unanime de tout mon réseau. D'accord? Alors il y a effectivement des gens, ils se prennent une douche, pour je ne sais quelle raison, hein, ça se passe mal, et puis hop, ils repartent. Et puis ils réinvestissent plus leur vie. Ok, moi ça m'est arrivé aussi, j'ai pris des douches, mais beaucoup plus jeune, ce qui fait que j'ai pu commencer à investir dans l'immobilier à 27-28 ans. Mais grosso modo, c'est un voyage qui vaut la peine d'être vécu. Alors, et puis on a vu l'état des systèmes de retraite, il va peut-être falloir aussi penser à faire ce voyage-là. Donc, si on regarde, on fait maintenant un petit point sur les actifs qui sont disponibles pour préparer ta retraite. Grosso modo, tu as une source de revenus, souvent un salaire, et si c'est bien foutu, tu ne dépenses pas tout ton salaire. Ça veut dire que tu en prends une partie et tu es capable de l'investir pour que cet argent-là travaille pour toi et que toi, tu n'aies plus à travailler pour l'argent. Donc, c'est deux visions du monde différentes, hein. L'argent travaille pour toi ou tu travailles pour l'argent. Moi, je ne travaille plus pour l'argent, c'est mon argent qui travaille pour moi. C'est le truc le plus peinard du monde. Mais voilà, encore faut-il d'abord mettre en place les choses et se former et puis mettre en place les bonnes habitudes pour que ça progresse. Et après, chacun fait comme il veut, c'est pas non plus une obligation. Donc les actions, c'est une des grandes classes d'actifs. Après, on a tout ce qui est l'argent liquide, avec les livrets, les obligations, les métaux précieux et l'immobilier. Voilà, c'est les grandes classes d'actifs, et puis maintenant on a un peu les actifs numériques, notamment Bitcoin, tout ça, mais j'en parlerai pas parce que je ne suis pas spécialiste de ce sujet-là, j'ai pas étudié ça. Alors, si on commence par les actions, donc une action, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu achètes une entreprise, d'accord? Alors tu n'achètes pas en entier parce que elles sont trop grosses pour être achetées et détenues par une seule personne, mais tu peux en acheter une fraction. Et puis tu es propriétaire de cette fraction d'entreprise. Cette fraction d'entreprise, eh bien, elle est valorisée en bourse, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est échangeable assez rapidement. Tu appuies sur un bouton et dans les heures qui passent, hop, tu as vendu ton action au prix du jour. Okay, et ce prix du jour, forcément, il est coté avec le volume de transaction. Donc là, on est sur l'indice mondial, c'est-à-dire c'est toutes les entreprises cotées au monde, donc les plus grosses entreprises du monde, qui sont rassemblées dans un seul produit financier qu'on appelle un ETF. C'est un tracker, c'est-à-dire que ça duplique la performance financière de ces grandes entreprises du monde. Alors je sais plus, il y en a 1700, 1800, et c'est-à-dire que si un jour ça fait plus 10, et bien tout tracker il suit plus 10. Ça veut dire que les performances globales de ce panier d'entreprises mondiales, il a fait plus 10. D'accord? Mais quand ça fait moins 10, ça fait moins 10 aussi. Et donc là, on voit depuis 10 ans que grosso modo, on a fait quasiment x3 en valorisation. Donc une performance extraordinaire. Voilà. Donc moi j'ai profité en partie puisque j'ai commencé à investir là où on voit le petit creux là qui est au milieu des 10 ans, c'est qui correspond au Covid. D'accord? Donc moi je suis rentré à ce moment-là et puis depuis j'ai acheté au fur et à mesure avec une méthode qui s'appelle le dollar DCA, c'est ça, c'est Dollar Coach Average. Ça veut dire que grosso modo j'investis la même somme d'argent à un intervalle fixe. Et donc ça me permet de lisser mes risques. Quand le marché est haut, forcément j'en achète moins puisque c'est la même somme. Quand le marché est bas, j'en achète plus puisque la valo s'est cassé la figure. Donc voilà, si ça vous intéresse, cette méthode-là, et puis les autres, tout ce qu'on est en train de parler là sur le côté gestion de patrimoine, c'est dans la formation Réussir la protection de son patrimoine qui est disponible sur le site formation.parkinggarage.fr. Donc voilà, donc c'est en pleine forme. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien. Là, il y a une petite baisse, on a vu. Bon, on verra. En tout cas, c'est une performance en termes d'accroissement de valeur. C'est-à-dire que tu as mis, je sais pas moi, 1000 euros, aujourd'hui ça fait x3, c'est-à-dire que ton patrimoine en action, il est plutôt autour de 3000 euros, si tu as investi par exemple pendant le Covid. Mais en fait, si tu veux vivre de ça, et juste par exemple en tirant les dividendes, d'accord, le dividende c'est tu es propriétaire d'une entreprise, elle réalise un bénéfice, et bien si tu as 1% d'entreprise, tu vas toucher 1% du bénéfice. Schématise, mais grosso modo c'est ça. Si on regarde ce panier d'actions d'entreprise mondiale, là, les 1700, combien ils distribuent de dividendes par an? On atteint péniblement 1%. D'accord? 1,15, 0,55, 0,95 en moyenne sur les 5 dernières années. Donc ça veut dire que on est loin des rendements qu'on peut avoir dans l'immobilier.
d'accord, c'est très très peu. Ça veut dire que toute la performance, c'est fait sur la valorisation des actions, mais pas sur la capacité des entreprises à dégager du cash. D'accord? Donc ça, moi, ça me pose quand même question. Parce que tu connais ma stratégie d'achat dans les parkings et les garages, c'est je veux du cash. Je veux que ça dégage du cash. Je vais juste fermer la porte et je reviens. Parce qu'il y a des travaux. Le voisin fait les travaux à côté et donc du coup il y a un petit bruit de pelleteuse que je souhaite éviter. Donc pour moi, il faut quand même se méfier parce que quand ça dit ne distribue pas de cash, bah, c'est un petit peu comme, je sais pas moi, les appartements parisiens. C'est très joli, c'est très cher, ça se vend très très bien, ça on peut pas nier ça. Par contre, ça rapporte pas grand-chose, d'accord, au niveau du rendement. Parce que effectivement, tout le monde mise plutôt sur un accroissement du patrimoine, de la valeur, plutôt que sur la part de loyer distribué. Alors, donc c'est une stratégie, c'est pas trop la mienne, parce que grosso modo, quand tu as peu de patrimoine, peu de revenus, euh, et tu vas en fait notamment chercher de l'emprunt, un levier d'emprunt bancaire pour accroître ton patrimoine dans des proportions importantes, eh bien le banquier il va regarder en fait ce ratio entre l'argent qu'il te prête et les loyers qui rentrent et ce qui te reste toi éventuellement à la fin. D'accord. Il y a des calculs pour ça. Et donc forcément, si tu vas acheter à Paris, c'est pas la même chose que si tu achètes en province. Okay. Parce que forcément le ratio il est il est inférieur. Et c'est pour ça que cette stratégie-là, elle fonctionne très bien pour ceux qui ont déjà du patrimoine et qui souhaitent diversifier, placer et qui regardent peu la distribution du dividende. Par contre, pour ceux qui ont besoin de revenus, eh bien, c'est pas très important. Donc voilà pour ce point. Ensuite, on a une autre classe qui est celle des métaux précieux. Donc là, je te présente l'or, mais ça pourrait être l'argent, le palladium, enfin voilà. Et donc là, on est sur un historique un petit peu plus conséquent. J'ai pas pris les 10 ans, j'ai pris 1970. Et donc, on voit bien que là, c'est pareil, ça c'était encore. Alors, non, peut-être pas si on regarde sur le 10 ans, 2014, est-ce que ça a fait x2, x3? Oui, on est à peu près dans ces proportions-là aussi. On est sur un x3. Donc des performances quand même assez costauds, quoi. En 10 ans, on multiplie par 3 le patrimoine. Donc on est encore sur des plus hauts historiques. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va se casser la figure? Je n'en sais absolument rien du tout. D'accord? Mais on est juste pour l'instant sur un point. Baisse au niveau de l'immobilier. Donc quand on regarde, donc ça c'est des travaux qui sont disponibles d'après sur le l'IGEDD. Alors je me rappelle plus ce que c'est, mais bon, enfin voilà, tu pourras retrouver ça. Tu tapes, je sais plus moi, prix de l'immobilier, je sais plus ce que j'ai tapé. Enfin, en tout cas voilà, c'est un graphique que je connais bien, qui est issu des travaux de Jacques Ferrigit, et donc c'est celui que je regarde moi depuis des années pour voir comment se porte l'immobilier. Alors à gauche, on a les prix et les loyers. Les loyers en bleu, donc on voit que ça se tasse un petit peu, notamment depuis le Covid, ça a plutôt tendance à se baisser. Les prix aussi, alors ça n'a pas attendu le Covid, puisque on a en noir donc du coup les prix qui se sont cassés la figure depuis à peu près 2023, d'accord? Donc ça chute, ça chute, ça chute. On est loin de cette moyenne historique de 1, d'accord? Là on est à 1,55. L'historique entre 1965 et puis 2000, on était sur des prix qui évoluaient plutôt autour de l'indice 1, aussi bien les loyers que les prix d'achat. Donc là on voit que les prix d'achat, eux, ont vraiment augmenté. Il y a une raison à ça, c'est le crédit. D'accord, c'est la courbe en rose où on voit qui symbolise la durée d'emprunt pour acheter le même logement. Et donc on voit bien que dans les années 2000 jusque 2015, on a pu emprunter beaucoup, ce qui a fait en fait une progression des prix de l'immobilier vraiment extraordinaire. Et puis ça a tendance à se tasser, les durées d'emprunt sont tassées. Et puis on a donc ça c'est une baisse de prix, donc sur les prix de vente, sur les loyers, et puis on a surtout une baisse de volume. Donc ça c'est la partie de droite où effectivement on voit qu'on avait des volumes un petit peu qui ont monté entre 2015 et puis 2023, et puis les volumes se sont cassés la figure. C'est sans doute ça qui a engendré la baisse des prix, donc la courbe noire. Donc voilà, donc des nombres de ventes qui se cassent la figure. Mon voisin, moi, est directeur d'agence bancaire. Ils ont fait que 35% de leur objectif sur les crédits bancaires en 2024.
D'accord? Alors après, ils étaient basés sur c'était des objectifs sur les années où ils en vendaient énormément, donc bah, forcément, hop, ça a été divisé quand même par 3. Donc l'immobilier, bah, ça baisse. C'est une bonne et à la fois une mauvaise nouvelle, ça dépend pour qui. C'est comme d'habitude, hein, il y a toujours les deux faces, hein, deux faces de la même chose, hein, en fonction du côté où tu la regardes, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc voilà pour la tendance de l'immobilier. Et donc l'immobilier, ça baisse, ça c'est un petit peu, c'est encore assez haut par rapport à la moyenne historique. La bourse c'est très très haut, les métaux c'est très très haut. Et donc quand toutes ces classes d'actifs sont hauts, ben, qu'est-ce qui baisse? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui baisse? Et donc ce qui baisse, eh bien, on s'en rend pas compte. Personne n'en parle dans les médias, même si je ne regarde pas beaucoup. Voilà, historiquement, on n'en parlait pas, et là, on en parle, à mon avis, toujours pas. Eh bien, ce sont les obligations d'État. Donc là, on a les obligations Europe qui étaient valorisées voilà, donc tranquillement jusqu'à 2021 à 230. Et puis ça a perdu quand même 25% de leur valeur entre 2021 et 2023. Enfin, même sur l'année 2021 quasiment. Bah, ça s'est bien cassé la figure. Moins 25%. Et c'est quoi ça, les obligations Europe? Eh bien, ce sont les dettes émises par les États européens. Donc, ce qu'il y a dans les assurances vie en fonds euros, c'est exactement ça. D'accord? Donc, quand l'assurance vie, elle te sert un rendement à, je sais pas moi, un 5, 2% par an, que là, ils sont tout contents de dire ah, on va servir de 20, de 25, de 50. Bah en fait, c'est juste que la valeur des fonds euros, c'est pris un gadin, d'accord? Ça a pris quand même moins 25, c'est pas rien. Hein, quand tout le reste monte, bah, moins 25, c'est pas une bonne performance. D'accord? Donc toi, ça t'impacte pas puisque c'est l'assureur qui prend le risque. Mais toi, si voilà, tu n'étais pas propriétaire d'un fonds euro et que. Enfin, si tu es propriétaire d'un fonds euro et qui t'annonce tous les mois ou tous les jours la valorisation de tes fonds en euros, mais là, ce serait la panique. Les gens seraient en panique s'ils savaient ce que c'était et ce dans quoi ils ont investi. D'accord? Non, ils sont contents, ils ont leur petite revalorisation, distribution de 1-2% par an. Bon, c'est pas avec ça qu'on prépare une retraite, hein, surtout pas en ce moment. D'accord? Et ça, d'où ça vient? D'accord? Ça vient de l'argent. D'accord? L'autre grande classe d'actifs, c'est le cash. Ok? Le cash, là, l'argent, les euros que tu as dans ton portefeuille, sur ton compte en banque, c'est pareil, ils sont en train de perdre énormément de valeur. Et ça, par contre, on en a parlé, c'est l'inflation. D'accord? Et donc là, le taux d'inflation, c'est l'échelle de droite, donc de 0 à 8, et la courbe rouge. D'accord? Donc là, ça doit s'arrêter en 2022. Hein. Bon, ça a continué en 2023. Hein. D'accord? On est sans doute resté sur des valos là. Ça se tasse un peu actuellement. Mais on voit bien, entre 2021, on faisait quand même du 2, 4, 6%, 8% d'inflation. D'accord? C'est de taux de croissance de l'inflation. Donc c'est énorme. Énorme, 8% par an. Ça veut dire que tu as 100, paf, à la fin de l'année, tu as toujours les 100 sur ton compte en banque, voire tu as mis ça dans un livret A, donc tu as 102, tu es content. Mais en fait, quand tu vas faire tes courses, tu pleures. Tu pleures. Parce que le prix du produit, lui, il a fait qu'augmenter. C'est un petit peu, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser. J'imagine sur un tas de pétrole. D'accord? Dans un pays chaud, visiblement. Et puis, il y a des Européens qui viennent m'acheter mon pétrole. On est avant le Covid, je leur file un baril, il vaut, je leur fais payer 100 euros. D'accord? Et puis, ils reviennent me voir après le Covid, et puis ils me disent, je vous en redonne 100 euros pour le pétrole. Ah, je dis, bah non, je ne peux pas vous redonner un baril pour vos 100 euros. Parce que vous avez vu ce que vous avez fait là pendant le Covid? Vous avez explosé votre nombre d'euros. D'accord? Vous avez créé de l'argent à partir de rien. Ça repose sur rien du tout. C'est juste des opérations mathématiques sur des ordinateurs. Donc, vous étiez gentil. Vous avez, je vais dire une connerie, hein, vous aviez, je sais pas moi, 1 milliard d'euros avant le Covid. Aujourd'hui, vous en avez 2. Vous avez 2 milliards. Vous avez créé comme ça, en 2-3 ans, vous avez multiplié par 2. Et puis, vous venez m'acheter, avec un truc que vous avez créé de rien, une valeur, un tas de pétrole, et vous pensez que vous allez payer le même prix. Moi, vos euros, vu que vous en avez créé x2, je vais vous vendre x2 mon pétrole. Parce que je veux la même somme d'argent, ça a toujours la même valeur, mon pétrole. D'accord? Et donc ça se reflète aussi quand on regarde. Moi, j'investis dans des trackers qui suivent les matières premières. Les trackers de matières premières, depuis que je les ai achetés, alors je ne me rappelle plus quelle année, mais c'était post-Covid, ça a fait x2, quoi. Ça fait plus 100%
peut-être même plus 115% à l'heure actuelle. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui baisse. Et ce qui baisse, vu que tout est haut en valorisation euro, l'or c'est cher en euros, les actions c'est cher en euros, l'immobilier ça reste cher en euros, bah qu'est-ce qui baisse? Ce serait pas l'euro par hasard? Bah si, en fait, c'est l'euro qui baisse. Alors ça, c'est une vision, je ne suis pas le seul à avoir cette vision-là, mais en tout cas, elle m'a toujours bien servi, et donc je suis très content de la partager avec toi, et j'espère que ça changera un petit peu ta vision du monde, et que ça te donnera une clé de lecture par rapport à l'économie, et ce qui peut être raconté dans les médias, par les différents investisseurs, ou n'importe qui se parle d'argent. Eh bien, voici ma vision du monde, et donc forcément, quand l'euro baisse, eh bien, il ne faut pas investir en euros, il ne faut pas en garder trop. On est obligé d'en garder quand on est dans l'immobilier parce que il y a des travaux à faire, il y a de l'entretien, on peut avoir des impayés, il faut rembourser la banque. On a besoin de cash, d'accord? C'est un peu le sang dans l'organisme. Si j'ai pas mes 5 litres de sang, quand on m'en pompe un demi-litre quand je vais donner mon sang, bon, alors moi ça me fait rien, d'accord? Mais il y en a d'autres, je vois bien, ils ont des malaises, d'accord? Alors imagine si on t'en prend la moitié ou quoi. Là, ça va pas durer longtemps. Pour l'immobilier, c'est pareil, d'accord? On a besoin de cash pour faire ça. Mais il n'en faut pas trop, parce que le cash, il est en train de se casser la figure, d'accord? L'or et les actions, ça a eu de très belles performances. Mais je pense qu'il y a une partie de cette performance-là qui est due à la chute de la monnaie, d'accord? Puisque aujourd'hui, ils distribuent très peu de dividendes. Je ne sais pas l'avenir de ces actifs-là. Je ne sais pas si ça restera, je ne sais pas si ça continuera à croître, j'en sais rien du tout. Je pense que ça demeure tout intéressant, d'accord, mais plus dans une optique à long terme. Il ne faut pas avoir besoin de cet argent-là, il faut placer, acheter des petits bouts régulièrement, et puis ça doit venir dans un second temps, dans une optique de diversification. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé en 2012, j'ai tout misé sur les parkings et les garages, d'accord, je m'y suis mis à fond. J'ai maîtrisé le truc, je suis devenu expert dans la matière, je l'ai enseigné, et mon patrimoine il s'est construit comme ça. Parce que je maîtrisais cette niche-là. Et il y en a d'autres, ils ont fait pareil avec les actions, ils ont fait pareil avec l'or. Après, chacun choisit son actif un peu préféré. Si tu écoutes cette vidéo, j'imagine que l'immobilier, ça te cause quand même un petit peu. Par contre, une fois que tu as atteint un certain niveau de patrimoine, rester 100% sur l'immobilier, si tu t'es trompé, et que ça dérape un jour, ça va faire mal, tu vois. Alors moi je fais pas 25% d'immobilier, 25% d'actifs, d'actions, ou 50-50, d'accord? On n'est pas sur ces proportions-là. Mais à terme, il y a un rééquilibrage qui va se faire. L'immobilier sera toujours prépondérant parce que c'est mon actif préféré et je vais t'expliquer pourquoi. Mais par contre, c'est pas idiot d'avoir les autres classes d'actifs aussi dans ton patrimoine. Le seul truc aujourd'hui qui me semble un petit peu, je l'ai dit, qui me semble idiot, c'est d'avoir énormément d'argent liquide. D'accord? C'est pour ça que, moi quand j'ai eu la chance d'investir dans ma résidence principale, j'ai transféré énormément d'argent liquide dedans. Parce que je sais que les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles dans ma résidence principale, il y a des travaux à faire, etc. Mais grosso modo, je me suis délesté de cet argent-là qui allait fondre comme neige au soleil, et je fais pari que l'immobilier perdra moins de valeur que mon argent liquide. Voilà, grosso modo, c'est ça pour moi le sens de ma résidence principale. Voilà, donc argent liquide, obligation, la valeur, ça se casse la figure à vue d'œil, il n'y a qu'à aller au supermarché pour le voir, c'est valable partout. Okay. Donc là où ça ne se voit pas, c'est effectivement chez les assureurs vie, mais tout le monde est au courant dans la sphère financière, donc il y a juste à ouvrir les yeux. Ma classe d'actifs préférée, l'immobilier. Belle performance dans le passé, je pense que ça va continuer parce que c'est intrinsèque en fait à cette classe d'actifs. La premier atout de cette classe d'actifs, c'est que tu peux jouer sans avoir l'argent. D'accord? Et ça change tout. D'accord? Peut-être que les actions, elles ont une meilleure performance que l'immobilier. Peut-être. Sauf que tu ne peux pas les acheter à crédit. D'accord? Donc ça veut dire que dès que tu as du crédit, et moi si j'avais pas eu le crédit, j'aurais jamais pu acheter 260 garages. C'est impossible. Enfin, en tout cas pas avec mes revenus. Ou alors j'aurais dû travailler de manière extraordinaire. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire, mais voilà. Et en tout cas, l'immobilier m'aurait beaucoup moins intéressé. D'accord? Parce que quand on peut aller chez la banque et dire bonjour monsieur le banquier, est-ce que vous me prêtez 200 000 euros? Je vous fais la promesse que je vais rembourser ça sous tranche de 1000 euros tous les mois pendant 20 ans. Après il te dit oui, il te dit non. Mais n'empêche que si tu files les 200 000,
tu deviens propriétaire d'une source de revenus et d'un actif à 200 000 euros. Combien de temps il t'aurait fallu pour toi mettre 200 000 euros de côté et acheter ce même actif-là? 20 ans, 25 ans, 30 ans? Ou peut-être jamais. Voilà. Donc, rien que pour ça, c'est ce qui fait la différence avec le reste des autres actifs et c'est pour ça que je me suis concentré sur l'immobilier. Ensuite, quand voilà, on parle retraite, quand on parle inflation, il faut que ce soit l'immobilier et notamment les garages et les locaux commerciaux. Je ne parle pas de l'immobilier d'habitation traditionnel qui lui n'est pas indexé sur l'inflation. D'accord, il y a une loi qui t'empêche d'en valoriser comme ça devrait être valorisé sur l'inflation. Et c'est pour ça qu'on voit la chute des loyers qui se cassent la figure hein, dans le petit graphique là. Hein. Je ne voulais pas expliquer ça tout à l'heure. Oh, Julien. Vous voyez là, ces loyers, la courbe en bleu là, qui descend en dessous de la courbe noire qui est la moyenne. Bah, ça, c'est dû à l'inflation. Et les limites de loyer qui sont capées en fait par l'État. D'accord? Avec les garages, on n'est pas capé. Donc quand moi j'en vois 15% d'augmentation sur tout mon patrimoine, bah en fait ma lutte contre l'inflation, voilà, elle est là. Hein, elle n'est pas sur une pub de supermarché, elle est réelle. D'accord? Et donc investir dans les locaux commerciaux ou les garages, grosso modo, tout ce qui n'est pas habitation traditionnelle ou location nue, eh bien, vous êtes dans une niche, une vraie niche, où bah, vous êtes indexé sur notamment l'indice du coût de la construction. Et puis bah, quand cet indice il fait plus 5, vous faites plus 5, quand il fait plus 15, il fait plus 15, et vous y allez quoi. D'accord? Et puis les gens, ça les a pas choqués. Quoi. Je veux dire, on est dans une période d'inflation. Voilà. Moi, est-ce que j'ai eu plus de turnover parce que j'ai augmenté les loyers? Je ne pense pas. En tout cas, quand j'ai regardé les chiffres, c'était ISO. Quoi. Autre chose très très importante. Dans l'immobilier, on a du pouvoir et du contrôle sur ce qu'on achète. D'accord? Est-ce qu'on achète des garages? Est-ce qu'on achète un appart? Où est-ce qu'on l'achète? Le rendement. On a la main sur sa gestion. Ça peut se déléguer aussi, mais on a ça aussi. Ça peut se négocier. D'accord? Parce qu'on voit bien dans des batteries de garage, dans des copros, ça se vend du simple au double. Parce que, bah, effectivement, il y en a un qui a trouvé un bon vendeur, ou l'autre qui était un très bon acheteur, il a bien négocié, et d'autres qui n'ont rien à faire, ils ont payé le prix fort. Voilà. Donc ça, cette capacité à être un bon investisseur, à savoir traquer, faire les bonnes affaires, etc., à savoir bien acheter, bah ça c'est quelque chose, c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde. Et puis bah, sur, je sais pas moi, des actions par exemple, bah, si le prix du marché c'est 100, tu vas avoir du mal à acheter si tu veux acheter maintenant à moins de 100. C'est difficile, alors que dans l'immobilier, bah moi, même les années où c'était haut, bah je trouvais des trucs où j'achetais, je sais pas, 2, 3, 4 000 euros le garage, moins cher que ce que ça se vendait cette année-là. Voilà, c'était toujours cher, mais c'était moins cher que ce que la plupart des gens achetaient. D'accord? Et donc c'est ça aussi qui est intéressant pour moi dans l'immobilier. Bon, l'inconvénient, le grand inconvénient, eh ben, c'est qu'il faut bosser, quoi. Hein, parce que bah, effectivement, quand moi je regarde les actions, bon bah je me connecte tous les 6 mois, j'en rachète, j'en profite pour mettre à jour mon tableur qui suit ça, voilà, qui est disponible dans la formation que j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Réussir la protection de son patrimoine. Et puis bah, je regarde, et puis entre deux j'ai rien foutu quoi. Mais vraiment rien foutu. Il n'y a personne qui m'a passé un coup de fil, j'ai pas dû contacter un artisan, j'ai pas dû contrôler les loyers, relancer un impayé ou voir avec un huissier. J'ai rien dû faire. Voilà, ça s'est fait tout seul. Donc ça c'est vrai que c'est peinard. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant en diversification, notamment. Par contre, bah, quand tu es dans l'immobilier voilà, classique, pas de la SCPI notamment, et bah, y a un peu de travail. Mais moi je trouve que ce travail, comme tu l'as vu en début de vidéo, il est extrêmement bien rémunéré. Donc, si on fait le point et que tu veux investir pour ta retraite, voilà, ou pour être en retraite plus tôt, voilà, peu importe tes projets, je pense que l'immobilier, c'est la meilleure classe d'actifs pour toutes les raisons que je viens de te citer ici. Que le meilleur moment pour investir, c'était hier, et que le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et qu'il faut miser absolument tout sur cette classe-là, le temps de la maîtriser, d'accord, d'avoir un patrimoine construit, solide, stable, et ensuite la part de revenus dont on n'a pas besoin, hop, on diversifie, et là on s'intéresse à d'autres classes d'actifs, parce que forcément, à chaque fois que tu veux investir dans une classe d'actifs, si tu veux pas être le dindon de farce, il faut être un peu plus malin que les autres, d'accord? Et donc, être plus malin que les autres, ça veut dire en savoir plus. C'est tout simple, hein. C'est juste ça, avoir plus d'expérience. Et cette expérience, elle s'acquiert sur le terrain, mais aujourd'hui aussi, bah, beaucoup en ligne.
hein. C'est-à-dire qu'avant, on avait un mentor, on le rencontrait comme ça par les relations, et puis ce mentor-là, éventuellement, voulait bien nous prendre sous son aile, et puis on achetait de l'immobilier avec lui, et puis on échangeait, etc. C'était du one-to-one. Aujourd'hui, grâce à la technologie de l'information, et des mentors, il y en a plein. Donc chacun est libre de choisir son mentor, celui à qui ça vibre le mieux, à qui ça passe le mieux, avec la classe d'actifs qui vous plaît le mieux. Enfin voilà, c'est open bar, quoi. Je veux dire, le menu c'est élargi, incroyable, et c'est accessible à beaucoup plus de gens. Donc voilà, mais il faut être plus malin que tout le monde, parce que c'est comme ça aussi qu'on a les meilleurs résultats. Et puis investir un petit peu par-ci, un petit peu par là et là. Au final, ça veut dire que tu es moyen partout, donc forcément, ça va faire plutôt une performance moyenne. Alors que si tu es excellent dans un domaine, grosso modo, tu risques d'être excellent dans ce domaine-là, donc déjà de surperformer la classe d'actifs immobiliers en elle-même, si tu es par exemple excellent dans l'immobilier, et cette classe d'actifs immobiliers, tu risques aussi d'avoir une performance bien meilleure que les autres classes, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, où investir. En tous les cas, on a vu que la retraite, c'était compliqué, en tout cas pour moi, ça va être encore une diversification, d'accord? C'est-à-dire que je ne compte pas arrêter de cotiser dans la retraite. Par contre, tu l'as bien compris, les 2-3 000 euros d'économie d'impôt que je vais avoir sur la micro-entreprise, ils ne vont pas aller dans une caisse de retraite complémentaire ou quoi que ce soit, d'accord? Je vais les prendre pour moi, je vais les investir et je fais le pari que je réussirai à combler le gap qui m'est présenté entre mon première simulation où je continue grosso modo comme les 22 ou je sais plus combien 22 annuités que j'ai déjà faites pendant encore 24 ans. Je fais le pari que moi je peux arriver à surperformer ça puisque les faits sont là. Je suis déjà retraité à 38 ans, quoi, avec le niveau de revenu supérieur à ce qu'on me promet à 64 ans. Donc voilà, et donc ça c'est intéressant. Donc là c'était un point, on va dire, dans cette vidéo un petit peu macro. Si tu as des questions sur tout ce que je viens de parler, écoute, il y a un espace commentaire en dessous de la vidéo. N'hésite pas à la liker aussi, ça va le faire monter dans les résultats de recherche. Ça peut aider d'autres personnes à préparer correctement leur retraite et avoir cette vision du monde qui est à mon avis plus juste mais encore une fois, je peux me tromper, il ne faut pas dire ça. En tout cas, c'est ma vision du monde, tu peux la croire en quoi, mais ça ne t'empêche pas de faire tes devoirs et de vérifier tout ce que j'ai dit. D'accord? Et de voir, toi, en ton fond intérieur, si ça correspond ou pas. D'accord? J'ai pas de boule de cristal. Je te partage juste ce que je fais. Donc ça, c'est le point macro. Qu'est-ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo? Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer tous les investissements que j'ai prévus en 2025. Parce que, évidemment, là, on fait un point macro, ça permet de situer l'environnement économique dans lequel on se traduit. Et puis, après, il faut décliner. C'est-à-dire que ça, c'est du stratégique. Mais le stratégique, si c'est juste du purement intellectuel et que derrière, il n'y a pas des choses qui sont faites concrètement, il ne va rien se passer, quoi. Si j'achète pas de garage, si je ne fais pas d'investissement concret, je sors de l'argent liquide et je le mets sur telle classe d'actifs, il ne se passe rien. D'accord? Donc là, moi j'ai 5-6 investissements qui sont prévus en 2025, déjà budgétés, je suis ouvert à d'autres investissements encore, et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, je te remercie, et puis je te dis à très bientôt.